démarrage, la phase d'intégration. Comment vous avez travaillé avec vos opérateurs, je dirais déjà pour la partie expérimentation, bon, c'est pas passé rouge, déjà pour la partie expérimentation, comment vous avez fait pour, je dirais, les motiver et puis finalement arriver concrètement à des situations, je dirais, pratiques où vous pouviez à la fois étudier et agir. Comment vous avez fait sur ce premier truc, mis à part votre charisme personnel? Vous avez beaucoup. Moi déjà, je suis ancien opérateur, j'ai travaillé pendant 10 ans sur le terrain. J'ai repris mes études après, ingénieur. Et donc je connais quand même déjà les problématiques. Hein. Et après, bon, tout ce qu'on a fait d'abord, ben, à la base, on a fait du benchmark. Et ensuite, déjà moi, par mon expérience de terrain, j'ai pu sélectionner certains produits par la connaissance de mon entreprise. Et après, moi j'ai encore des images dans ma tête de gens qui ont les yeux qui brillent et le visage qui change, quoi, parce qu'ils disent, mais moi ça fait X années que je fais ça comme ça, j'ai les bras exposés, j'ai une tendinite, et là tu me donnes un truc, mais c'est génial. Voilà. Alors ça c'est chouette, c'est ce que j'appelle, ce qu'on appelle chez Airbus l'effet waouh, waouh, c'est génial ton truc. Mais après il y a le après. C'est-à-dire que quand on le met toute une journée, et puis que ben, voilà, il fait chaud, et puis on a de l'huile, on a des cocos, il faut descendre les escaliers, monter les escaliers, etc. Là, ça devient plus compliqué. Voilà. Donc, il faut que vraiment le dispositif soit vraiment adapté à l'opération pour que vraiment la personne le mette en permanence. Ça, c'est clair. Donc, il faut formation, il faut bien formé sur la façon de le mettre. Et ensuite, il faut que l'opération soit minimum 1 heure, je dirais. Voilà, quelqu'un qui va pas dans 10 minutes faire une activité, même si c'est une activité très pénible, et il ne va pas mettre le dispositif. Il faut que le dispositif soit vraiment utile sur une période de temps assez longue. Ça, c'est tout à fait bon, parce que là vous décrivez la longueur du processus, y compris le processus de préparation qui est à la limite quasiment obscur globalement là-dedans, et qui fait que vous observez, vous regardez, vous ajustez, et après il faut faire envie, je dirais qu'après il est dans suivante. Je travaille quand même avec des ergonomes, avec des HSCT, il y a le RH, avec les médicaux, on travaille quand même tous ensemble, on ne part pas comme ça à l'aventure, mais ouais, essentiellement ce qu'on a identifié c'est ça. Alors nous en interne, on a tous ensemble, avec tous ces départements que je viens de citer, on a créé un protocole de test. Donc au début c'était plus on achète, on teste, maintenant on applique à la lettre le protocole de test, et ça nous permet d'une part d'identifier les produits, et ensuite de dire à notre fournisseur, bon ben voilà, ce produit-là, il fait telle action, mais il faut que tu t'orientes sur ça, parce qu'aujourd'hui, tous ces critères-là ne correspondent pas à nos besoins. Et après, je ne parle pas du protocole de test qui est là derrière, biomécanique, etc., qui est un autre facteur. Je pense que peut-être d'autres personnes ici ont plus de compétences que moi. Mais nous, on en a fait nous-mêmes avec l'INSERM, où on fait quand même après sur les produits de recherche qu'on a fait nous-mêmes. Vous avez BMR, par exemple, qui est là sur le salon, qui a travaillé beaucoup pour nous. On a fait quand même de la biomécanique. Et donc, on voit bien qu'il y a une maturation, si je peux me permettre, quasiment réciproque, globalement des deux côtés, c'est-à-dire à la fois du vôtre sur vraiment en études, observation, intégration. J'imagine qu'il y a des moments, des temps difficiles, et puis aussi du côté de vos développeurs, qui aussi viennent là-dessus. Encore une fois, je vois votre voisin, non, mais allez-y, je vois votre voisin qui opine, donc à chaque fois qu'il opine, il y a quelque chose à dire, donc il faut le refinera après. Non, mais je vais aller dans le même sens, et un peu pour enfoncer le coup par rapport à ce que je dis, parce que c'est encore une fois un sujet que j'ai particulièrement à cœur sur ce côté besoin. Au final, c'est ce qui a été évoqué. Pour moi, le besoin, encore une fois, ne se cantonne pas à la partie technique de l'usage, juste je vais travailler les volontaires. Là, ce qui a été évoqué, c'est l'exosquelette, finalement, je vais l'utiliser sur certains postes, mais pendant des phases de déplacement, pendant des phases de je vais le mettre, je vais le retirer, Et en général, ça s'est occupé de comment on décrit ce besoin. Parce qu'on va rester encore une fois sur je veux percer tel trou avec téléphone. Et c'est ce qui finalement va permettre d'accepter le produit plus facilement. Bon, après, je dis ça pour les exosquelettes, c'est valable aussi pour tout ce qui est robotique collaborative. C'est comment je vais travailler avec le moyen dans l'environnement qui m'est alloué. Et ça, c'est primordial. Primordial pour l'acceptabilité de l'opérateur. En général, ce que j'ai tendance à dire, c'est que même en phase amont, sur tout ce qui est réalisation de cahier des charges, si c'est possible, parce que c'est pas toujours le cas, mais si on peut intégrer l'opérateur d'entrée de jeu, c'est toujours intéressant. Notamment sur la capacité de décrire ce qu'il fait pendant ces opérations. On a souvent, via les responsables méthodes, des méthodologies qui sont effectivement stricto sensu à suivre. Sauf qu'aujourd'hui, sur comment les opérateurs, eux, les réalisent, des fois il y a des légers deltas. En
général, c'est ce léger delta qui est, excusez-moi l'expression, mais assez chiant à intégrer parce que ça n'a pas été ressorti dès le début sur le besoin. Donc c'est ces choses qui font que derrière l'intégration se fait quand même plus facilement. Et c'est pour ça que je touchais beaucoup à ce vous le disiez aussi quand on conversait, je dirais globalement un petit peu avant, c'est que vous aussi vous étiez en train, vous aviez réalisé en gros une étude sur l'impact et l'intégration de ça, et notamment ce que pouvaient être les réactions des différentes entreprises cibles que vous avez, qui sont plutôt dans l'industriel et plutôt. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots un petit peu de ce qui ressort, encore une fois, de ce qui vous paraît être, j'allais dire, des attentes de l'ordre du fantasme, mais des attentes concrètes, et puis après je reposerai un petit peu la même question à Nicolas, si vous voulez bien, pour le secteur du BTP. C'est pareil, c'est assez disparate, c'est-à-dire que, alors effectivement en termes d'attente, il y en a beaucoup, et justement j'aime bien le côté Iron Man qui était aussi cité tout à l'heure, on a tendance à considérer que l'exosquelette, on va aller vers ça, vers ce genre de structure. Aujourd'hui, a priori, c'est pas le cas. On en est relativement, vrai que ça, un jour, ça fait partie de la troisième partie, qu'un jour on dirait pourquoi pas, mais aujourd'hui c'est pas le cas. Donc il y a quand même des fois des mécontentements par rapport à ce qu'on imaginait et ce qui est réel. Un autre facteur est qu'aujourd'hui, comme c'est un sujet qui est relativement en vogue, on en entend beaucoup parler, on voit beaucoup de choses, on voit des expérimentations à la télé, etc., qui fait que ça alimente aussi le côté fantasme. À se dire, ce que je fais à la télé, c'est vachement plus, je pourrais le mettre dans l'atelier. Sauf que j'ai tendance aussi à dire que là pour le coup les niveaux de TRL ne sont pas forcément les mêmes entre ce qui est présenté sur du one-shot en université dans un cas spécifique qui semble idéaliste et on va faire mettre le produit dans vos ateliers et porter vers l'opérateur. Il y a des deltas. Donc c'est là où il y a effectivement encore aujourd'hui des progrès à faire, mais on en revient encore une fois sur pourquoi je veux l'utiliser et du coup quelle est la meilleure adéquation que les produits existants. Merci à vous. Voilà, si vous pouvez peut-être passer là. Et puis après Nicolas, je voudrais vous poser deux questions, je ne sais pas qui va pouvoir répondre, mais est-ce que les résistances au changement sont fortes? La résistance au changement, je veux dire, un exosquelette, on l'a testé avec une personne, la balance inconvénient, c'est trop lourd, trop chaud, mais ça m'aide bien. Cette personne vous convainc que vous pouvez y aller. Mais ensuite, vous voulez généraliser. Est-ce que vous rencontrez de très fortes oppositions? Comment cela se passe-t-il? C'est ma première question. Ma deuxième, c'est est-ce qu'il y a une clientèle de travailleurs indépendants? Par exemple, je veux monter ma maison et monter les parpaings moi-même. Est-ce que je vais bientôt trouver chez Point P un exosquelette qui m'aide à titre gratuit de bien je suis faucheur individuel? Est-ce qu'une partie du marché ne va pas venir par des travailleurs indépendants? Alors, la réponse, Nicolas, là, excusez-moi, et puis après, je vois que Lionel, il a aussi envie, vous pouvez lui passer le micro aussi. Sur la résistance au changement, je n'ai pas vécu à l'heure actuelle, parce que l'attente des opérateurs, des compagnons, c'est d'avoir un dispositif qui est adapté. Si ça répond à certaines caractéristiques, ça marche. Quelle que soit la qualité d'un exosquelette, ne me fait pas peur, et encore faut-il que ça soit équilibré. C'est là où j'indique qu'il y a quand même des marges de progression. C'est vrai que dans le secteur du BTP, il y a des variations saisonnières, je pense à l'extérieur, on peut avoir sont exposés à des températures. C'est vrai que la ceinture qui permet de faire un exosquelette, Monsieur Nicolas. peut-être une progression sur l'échange thermique, parce que ça devient une zone de confort, toujours pas. Donc il y a des points effectivement de vigilance et qui sont encore, on est une première ou deuxième génération, on arrivera certainement à des choses qui sont adaptées à une plus grande morphologie dans le les opérateurs du BTP. Et là, effectivement, si ça est utile, si ça rend service à l'opérateur, s'il est soulagé de quelque chose, effectivement, alors il n'y a pas en soi de population qui peuvent déjà d'entrée de jeu dire que je refuse ou je deviens l'homme mécanique. Par contre, les points de vigilance, on est rentrés tous avec l'idée que l'exosquelette était dans l'idée de préserver la santé de l'homme. Il va falloir s'interroger si, au fur et à mesure, on n'augmente pas les capacités de l'homme, et là, il faudra voir effectivement les conséquences que ça peut avoir. Donc là, on est vraiment sur une première période des exosquelettes. Il y a, j'ai quand même bien entendu de la part des intégrateurs ou des développeurs, il y a une marge encore à développer. Il faudra voir après, c'est quand ça sera un peu plus généralisé,
quelles seront les conséquences, comment l'entreprise verra le dispositif, comment les opérateurs seront appropriés. Merci à vous. Donc, approche prudente, on va bien. Lionel, un mot en plus. Alors, pour revenir sur la démarche d'intégration, est-ce que les agents, ils en veulent? Ils en veulent à tel point qu'ils font des recherches sur Internet, ils trouvent des exosquelettes, ils déposent ça en innovation participative, et les informations reviennent comme ça. Et ils sont tellement intéressés, c'est que même les organisations syndicales que j'associe au projet font de la recherche pour moi, me donnent des informations que je n'ai pas forcément. Donc ça, c'est assez intéressant. Très important ce que vous dites. Parce qu'à un moment donné, ça veut dire qu'ils ont envie. Mais comme disait tout à l'heure, il y a le fantasme ou le mythe de l'Ironman. Avec ça, je vais être capable de soulever des charges lourdes, et puis, etc. Donc moi, je suis très prudent par rapport à ça. Et à tel point, on est prudent dans la direction du matériel, c'est que interdiction dans les établissements de faire des tests sans que ça passe pas par moi. J'en ai testé une vingtaine d'exosquelettes. Pour l'instant, en établissement, on en a testé 1, 2, grand max. Pourquoi? Parce que les autres ne correspondent pas à nos exigences de travail. Donc on a rédigé un référentiel national qui cadre la démarche d'intégration des exosquelettes en situation de travail, avec un travail national que je mets sur la validation des exosquelettes, ou des cobots, parce qu'on a mis le même projet pour la partie cobotique. Et seulement pour les exosquelettes que l'on a validés, les établissements pourront faire une étude locale par rapport à certaines situations pour les mettre en œuvre. Et je vais prendre deux cas de figure. Premier cas de figure, cet essai, on a testé le premier prototype de notre exosquelette de nuit sur le remplacement de semelle de frein à Chambéry. Franchement, l'hiver, ça ne va pas être marrant tous les jours, mais l'été, c'est un peu sympa. Et les deux agents qui l'ont testé, ils ont été absolument bluffés parce que le premier, il est pour moi limite inapte. Une semelle de 11 kg qu'il faut aller enquiller comme ça, c'est assez lourd. Il a des problèmes d'épaule. Et avec l'exosquelette, en fait, il a fait comme d'habitude, mais en fait, il a levé beaucoup trop la semaine parce qu'il ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant d'assistance. Et il m'a dit que c'était bluffant, c'est comme de passer de la télévision noir et blanc à la télévision couleur. L'autre agent, il faisait 1m80, 100 kg, un beau gaillard, il prend la semelle avec l'exosquelette, il l'installe, puis il s'arrête et il se marre. Et non, on a attendu, puis après il se retourne, il dit c'est monstrueux, on sent le poids, mais on ne le porte pas. Un petit parallèle, le lancement. Franchement intéressant, votre formation est géniale, merci. Et ce qui est intéressant dans cet exemple, c'est que le premier, de lui-même, il a dit oui, mais pour que l'exosquelette je puisse l'utiliser, il faut que je change l'organisation de mon travail. Et de lui-même nous a proposé la nouvelle organisation. C'est-à-dire que si on pense l'exosquelette sous l'aspect la motricité, le mode opérateur ne changera pas, je n'y crois pas. Il va falloir repenser le travail. Alors on a discuté avec Nicolas la dernière fois avec un petit R et un petit T. Dans le sens, il ne faut pas tout révolutionner, mais il faut se poser des questions. Si on ne se pose pas les questions, on aura beau avoir le plus bel exosquelette du monde, ça ne marchera pas. Et la résistance au changement, elle viendra, ou pas, de comment on va présenter, comment on va accompagner ce travail quotidien. Deuxième expérience que je vais présenter, c'est l'expérience qu'on est en train de mener avec la société Japé. Puisque c'est vrai que ça prend du temps national de solliciter les entreprises, etc. Et il y a un DUO de Lille qui a sollicité la société Japé pour la Saint-Lassin. Alors moi j'aime bien, c'est une ceinture qui est vraiment intéressante puisqu'elle fait une traction vertébrale, elle permet de mobilité. Donc ils se sont rencontrés, donc on a repris avec le médecin du travail, on a repris le leader au niveau national et on a testé avec un agent. Donc on a fait des mesures biomécaniques, on se rend compte effectivement qu'il y a moins d'amplitude dans les mouvements, il y a moins de combinaisons de mouvements traumatiques. Mais en revanche, ce qui est intéressant, c'est que simplement l'agent lui dit, mais tu te sens comment avec le dispositif? Il me dit, sans dispositif, j'ai vraiment mal, avec une ceinture lombaire, j'ai un peu moins mal, et avec la ceinture, franchement, c'est top. D'où l'importance de l'expérimentation et de ce que vous montriez là sur on est déjà sur les vigilances, sur les vigilances d'accompagnement sur l'organisation, et aussi, je pense que vous avez raison, sur votre directivité, sur pas d'expérimentation sauvage, et en gros les choses se font. Il faut que ce soit hyper encadré. Le travail qu'on a fait avec l'AFNOR, Claude a participé, Nicolas participe aussi, on a écrit un accord sur la méthodologie, les méthodes d'évaluation des exosquelettes. Donc là maintenant on est en train de faire la plateforme où on expérimente cet accord. On a une autre commission qui aboutira sur une norme sur les recommandations ergonomiques pour la conception et l'évaluation des exosquelettes. C'est super important parce qu'on est en train de créer un savoir dans cette communauté. Et en fait, on brasse les choses. Chacun on expérimente parce qu'on a tous un discours et une expérience différente. Moi, je ne suis pas du tout psychologue du travail, ce n'est pas du tout mon domaine. Il y a d'autres ergots qui ont ce regard-là. Par contre, moi, je suis ergomotricien, d'autres ne le sont pas. Mais c'est ce melting pot de tous ces regards, de toutes ces approches qui permet d'arriver à produire une méthodologie et une approche qui permettra, à mon avis,
de réussir cet essai de mettre en place vraiment des exosquelettes. Super, merci, hein, parce que vous êtes effectivement, je dirais, au sein du groupe AFNOR dont vous parlez, des experts et des experts entre vous, et là vous nous en faites profiter. Je dirais qu'on construit le savoir, on échange. Grand merci de vos témoignages. Nicolas, vous vouliez ajouter quelque chose? Et puis après Benoît, qui trépigne pas trop, mais il a envie quand même. C'est plus la position du préventeur institutionnel. On est pour le moment avec, on voit le développement, on n'a pas encore le recul sur le moyen et long terme. C'est vrai que dans des problématiques de TMS, il va falloir accompagner effectivement auprès des populations pour voir si effectivement, au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, si effectivement l'évolution de la santé et des capacités sont identiques avec quelqu'un qui est soulagé quand l'exosquelette est bien adapté à son vie. C'est encore les choses pour lesquelles on est bien au début d'une période où les dispositifs d'assistance vont émerger de manière selon se développer. Encore faut-il être vigilant à toujours regarder quel est l'impact réel sur la santé. Et il a l'impact à terme, on l'a bien compris. De votre côté, oui, moi ce que je voulais dire pour rebondir par rapport à ce qui a été dit entre vous deux justement, Lionel et vous-même, nous on s'appuie énormément, notamment sur ce groupe AFNOR, mais sur les expériences de ces entreprises qui peuvent prendre les moyens d'intégrer ces produits pour pouvoir avoir des retours suffisants pour passer à une étape où aujourd'hui il faut qu'on arrête un peu de dire que les exosquelettes c'est encore quelque chose pour demain. Il existe quelques produits qui sont utilisables aujourd'hui et qui ont fait leurs effets, sur lesquels il y a eu des études de fait scientifiques, notamment dans ce qui a été testé chez les uns et chez les autres. Vous avez pu évaluer la différence entre certains produits. Le déploiement qui se fait actuellement chez Vinci Autoroute, ça va être au niveau national que ça va se faire. Là, on est déjà sur 4 sites. Et ça va se déployer parce qu'on a vu pour ce type, encore une fois, pour ce type d'application, dans ces conditions-là, on est en extérieur, on est sur l'entretien d'espaces verts et sur ces poses et des poses de côte, mais en tout cas sur l'entretien des espaces verts, c'est bon, c'est validé et on va pouvoir y aller. Donc aujourd'hui, il y a des solutions et si on veut, dans 3 ou 4 ans, en constater tout, il faut bien qu'on commence à s'équiper maintenant. Et derrière ça, pour rebondir juste le point que vous disiez, c'est les expérimentations qu'on fait comme ça qui nous donnent la capacité ou non d'aller vers des loueurs de matériel, vous parlez de point B, peu importe, pour leur dire, bah, écoutez, ce produit-là, voilà les expérimentations qui ont été faites, voilà les efforts qu'on a faits pour que vous puissiez délivrer ça à votre guichet en ayant 10 minutes d'information et de formation à la personne sur comment l'utiliser, pour que vous puissiez l'utiliser 3 jours parce que vous avez un grand plafond à refaire, 1 semaine parce que vous avez un grand espace vert à arranger, et nous le ramener sans nous l'avoir abîmé et en ayant tiré des bénéfices. Et on est vraiment à cette étape-là aujourd'hui. Merci, je viens de passer la parole.